Bienvenue dans un nouvel épisode des Wave Stories, une série d'interviews réalisée à l'occasion du Brest Surf Film Festival. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du surf de grosses vagues. On a le plaisir d'échanger avec Mick Ledreff et Thomas Gillet, deux passionnés qui vivent ces moments extrêmes de l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Oui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun brièvement ? Honneur aux anciens. D'accord, c'est gentil. Très brièvement, Mick, donc 55 ans, métier sapeur-pompier professionnel, tout simplement. Voilà. Voilà. Moi, Thomas Gillet, 42 ans, originaire de Montguériec, et également pompier professionnel sur Brest. Ok. Voilà. Sympa. Du coup, vous faites des sessions de grosses vagues, donc vous assurez la sécurité. Et toi, en l'occurrence, Tom, tu rides aussi dans les grosses vagues, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais. Alors, effectivement, donc on est un duo qui s'est rencontré il y a quelques années. Le courant est passé très très rapidement. Okay. Et on a trouvé qu'en fait, on avait la même idée, la même façon de naviguer. Okay. Pour nous, c'était la sécurité, et la sécurité était primordiale. Ok. Voilà. Et avant une session de grosses vagues, quel est votre état d'esprit Tu veux commencer ? Oui, vas-y. Ouais. En fait, nous, ça va faire maintenant, comme je disais, à peu près 18 ans qu'on se connaît. Et dont 10 bonnes années qu'on travaille ensemble, vraiment. Okay. On a toujours eu un peu le même but. Et puis, faut dire que les années qui nous séparent jouent aussi sur la maturité. Mick est quelqu'un de très, très, très organisé. Il sait vraiment comment axer sur la sécurité. Donc, pour moi, on ne peut pas trouver mieux. Donc, en fait, comment ça se prépare ? Maintenant, on a nos habitudes. Okay. Et du coup, on a un déroulement qu'on suit à chaque fois. Okay. Mick peut en parler parce que c'est lui qui l'a plus ou moins mis en place. Il n'y a pas de listing en fait, maintenant ça se fait naturellement. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, qu'est-ce qu'il faut préparer ? Oui. C'est le jet, c'est la machine. Sans la machine, on ne peut rien faire. Donc d'office, de toute façon, il y aura un suivi qui est annuel, qui est très sérieux. Okay. Pour vous donner avec un petit peu d'humour, donc le monsieur qui s'en occupe, il a un peu la pression parce qu'il sait qu'on n'a pas le droit de tomber en panne. Ouais. Et à la suite de ça, avec les années, c'est devenu des automatismes. Okay. Voilà. La préparation, elle est simple, elle est posée, et elle se fait dans le calme. C'est surtout ça le plus important. Okay. Voilà. Ça se fait tranquillement sur plusieurs journées, parce qu'évidemment, on va checker la météo tous les deux, on va se parler. En gros, une semaine avant, on sait à peu près qu'est-ce qui peut arriver. Okay. Et dans les 3-4 derniers jours, ça va monter un petit peu ce qu'on appelle en puissance. Okay. Et chaque point sera, entre guillemets, vu. Okay. Et résolu si jamais il y a un petit souci, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. Et lors d'une session, sur quels éléments vous devez être particulièrement vigilant d'un point de vue sécurité ? Vas-y, Mick. Alors, parce que c'est toi qui es le plus souvent... Au niveau de la sécu, c'est très simple. Pour nous, ce sont les paramètres météo. Ok. Voilà. On n'a pas le droit de faire une erreur sur un paramètre météo. Okay. Ça nous est déjà arrivé. J'en ai fait malheureusement une fois la malheureuse expérience, mais c'est les critères météo, les critères de hauteur de marée, les critères entre guillemets de vent. Il faut qu'on sache quel type de vent on va avoir, quelle taille de houle on peut potentiellement avoir. Il y a des limites et on sait lesquelles on ne doit pas dépasser. Ok. Et c'est assez accessible maintenant tous ces paramètres-là sur Internet ? Non. Ah non, c'est aucun. En fait, ça tu peux le répondre ça. C'est entre la théorie, ce qui est prévu et ce qu'on a au final, il y a souvent quand même à un détail près. C'est-à-dire que par exemple, pour la houle, on a ce qu'on appelle une bouée Candice, qui est au large des Pierres Noires, vers Ouessant, qui nous donne en fait la direction de la houle, l'étalement au pic, c'est-à-dire la puissance que vont générer, la période. Mais on se rend compte que des fois, c'est pas précis, et quelques degrés plus vers l'ouest ou plus vers le nord vont changer complètement la structure de la vague. Okay. Et pour revenir à ce que disait Michael juste avant, pour ceux qui n'habitent pas forcément en Bretagne, en fait, où on dit que les paramètres sont très très importants, donc il y a surtout pour la qualité de la vague, ce qu'on va faire, mais c'est surtout que nous on a une contrainte pour la mise à l'eau du jet. Parce que du coup on a une hauteur d'eau pour la mettre. Oui. Et comme nous on a un gros marnage ici en Bretagne, et ça complique les choses. Ça complique les choses. Et comme c'est des journées quand même qu'on oublie de dire, mais qui sont quand même exceptionnelles, c'est-à-dire que là on a eu une grosse tempête cet hiver, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas eu une tempête comme ça depuis Epsilon en fait. Ah oui, ok. Donc c'est pour ça qu'on veut pas louper quoi. Et que des fois c'est vrai qu'on se loupe, mine de rien, mais c'est rare. Ça arrive mais c'est rare. Okay. Avec l'expérience c'est rare. Voilà. Et ce qu'il faut voir après, c'est que tous les deux, on va se parler.
1 heure, 1 heure et demie avant de se mettre à l'eau, avant l'heure entre guillemets idéale. Okay. Mais on va échanger tous les deux pour vraiment prendre finalement notre décision, oui ou non. Ok. Voilà. Ça se fait pas comme ça. Il faut voir le plan d'eau, voir à quoi il ressemble. Ok. Parce que Tom a tout à fait raison, entre ce qui est prévu et la réalité, il y a un monde. Ok. Ça fait son charme aussi. Et toi, Tom, en tant que rider, où se porte ton attention principale une fois engagé dans la vague ? Moi, comme je disais aussi, c'est-à-dire que c'est on va pas sur... Il n'y a pas 50 spots de gros, en fait, en Bretagne. Quand je dis gros, on s'entend, tout reste relatif. Mais du coup, on en a vraiment 2 en particulier qu'on connaît bien maintenant. Okay. Donc, du coup, c'est toute cette analyse en amont. Ok. C'est pas le jour J où on est dessus que je me dis, tiens, ça, voilà. Non, c'est-à-dire que, d'une, il faut avoir très, très, très bonne confiance en son pilote. Que ça soit surtout en towin et en kite, mais c'est différent parce qu'en towin c'est là où il nous lâche, donc c'est là que... Mais c'est-à-dire que sur la vague, en fait, je sais exactement où je dois aller, où il doit me lâcher, donc voilà. En fait, c'est tout ce qu'il y a en amont, moi je dirais qui est le plus important en fait, c'est-à-dire la préparation physique, tout ce qui va autour de ça, en fait, que à l'instant T. À l'instant T, après c'est toi quoi. Et du coup, l'expérience, ça joue aussi. Énormément. Entre les premières fois où on a commencé et maintenant. J'utilise un mot un peu rigolo. Au début, c'était le cirque. Voilà. Tout simplement. Ouais. Parce qu'on était, on n'était jamais dans le timing. Enfin, c'était... Et en fait, avec le temps, ça rentre. Et puis un jour, il y a un déclic. Ok. T'as la session à la houle qui est bien comme il faut. Et là, t'as le déclic. Et puis, t'as la première vague qui est prise en towin. Et puis, en général, la première, c'était une taille assez exceptionnelle. Et puis, là, c'est le départ. Ok. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Mick était quand même le précurseur ici. Quand même. Il y a très peu d'équipage de towin ici. C'est-à-dire que moi, c'est pas pour jeter des fleurs, mais quand t'as fait ta première planche de towin, il y a combien de temps de ça ? Ah, ça s'adapte. On doit frôler les 20 ans, là. Voilà. Il avait aujourd'hui, on sait, on a des gens à qui on peut demander, qui ont la connaissance, mais à l'époque, c'était sur sa propre... Oui, c'était sur ma propre initiative. Donc ça, quand tu demandais dans l'amélioration, oui, évidemment, rien que ça, déjà, on se rend compte si la planche est bonne ou pas. Quoi. Et là, on se rend compte que, mine de rien... On était pas mal. Il était dans le vrai, pas moi. Toi, t'étais dans le... Voilà. Ok, et du coup, comment vous préparez une session engagée ? C'est quoi un peu le... Psychologiquement ou techniquement ? Le protocole, un peu. Le protocole, en fait, il n'y en a pas. Tu sais, on se donne un rendez-vous. C'est à telle heure et c'est la marée qui va décider. Après, en fait, là, ça va être la préparation de la machine. Thomas va préparer son matériel. Toutes les vérifications de base seront faites avant de mettre le jet à l'eau. Et puis après, quand c'est le time, on y va, quoi. Voilà. T'as pas vraiment... il n'y a pas un... C'est global. Il n'y a pas de listing. On n'est pas dans un listing. Tout est à l'extérieur. Tu l'as dans ta tête. Je l'ai dans ma tête, voilà. C'est tout. Et de septembre à avril, on est prêt, quoi. Le matos, tout a été révisé, tout est fait pour que cette période-là, il y ait juste à... Moi, je dirais que le premier truc, c'est le message, quoi. Oui. Tiens, t'as vu ce qui se prépare ? Voilà. Et je dis, tac, et il y a ça commence. Et puis, moi, je parle pour moi, mais moi, en fait, je m'entraîne toute l'année pour ça, sans vouloir... mais c'est vrai que le côté mental... Il va surtout avec si on est prêt physiquement. Moi, c'est ça. C'est l'entraînement qui fait que... Ouais, parce qu'en fait, quand on est dedans, pour ma part, moi, c'est là que je me sens bien. Quoi. Donc, du coup, si ma préparation, si mon matos, et puis Mick, à qui j'ai une interconférence, tout ça s'est réuni, il n'y a pas de problème. Quoi. Et pour vraiment répondre à cette question, je pense que l'exemple type, c'est en 2020 pour Epsilon. C'est-à-dire que là, c'était vraiment une tempête qui sortait vraiment de l'ordinaire. Pour dire, les pêcheurs nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils avaient jamais vu ça. Et on est arrivé. Il y avait quand même beaucoup de monde sur place, des gens quand même de renom. Et Mick m'a regardé, il m'a dit, t'y vas ? Et je lui ai dit, mais toi ? Et il m'a dit, ouais. Et voilà. Et on a navigué pendant 2 heures, de bonnes heures. Ah ouais. Ah oui, ok. Voilà. Donc voilà un peu le schéma. Moi j'ai une totale confiance. Le matériel il est comme dit Mick révisé. Moi j'ai la chance d'avoir du matériel performant que je connais par cœur. Donc tout ça réuni malgré qu'après on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, loin de là même. C'est sûr. Loin de là. Et juste aussi pour le protocole comme tu dis, Mick il a mis en place quand même ça on peut quand même en parler. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est à terre, donc qui a un visu sur les vagues. Oui. On a quelqu'un qui est à la SNSM
que Mick contacte toujours en début et en fin de session. Ok. Tu vois, c'est peut-être ça que tu voulais aussi. Voilà, il y a tout ça. En fait, c'est-à-dire que c'est bien de savoir que ça se fait pas comme ça, quoi. Oui. Il y a la trame, qu'on la connaît par cœur, mais que Mick a mis vraiment en place, quoi. Ok. Et celui de la SNSM, Alors c'est très simple. C'est juste, il est prévenu, quoi. Il est prévenu parce que c'est une règle de base, comme pour tout, en fait, quand on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est bien que les professionnels sur le secteur concerné soient au courant. Laurent, lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est quand on rentre sur l'eau et quand on sort de l'eau. Ok. Parce que lui, ça le rassure. Même si maintenant on a du monde qui vient nous voir, voilà. Mais Laurent aime bien être au courant. Parce que de toute façon, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui peut venir nous chercher dans ce type de conditions. Oui. Ok. Et en cas de chute, c'est quoi la première chose que vous faites instinctivement? Alors, déjà, c'est assez rigolo. Thomas, pour l'instant, il n'est jamais tombé. Si on parle d'une session de Thomas en kite, de toute façon, le protocole est très clair. J'utilise le mot protocole, mais entre nous, on est très clair. Donc, c'est l'humain qui prime, le matériel, on s'en fout. Voilà. Donc Tom, s'il se retrouve avec une aile à l'eau sur la zone d'impact, de toute façon, il ne va pas la relever. Il n'aura pas le temps. On navigue dans des vents toujours entre 30 et 50 nœuds. Donc là, en fait, le but du jeu, c'est que si vraiment il est conscient qu'il vraiment physiquement il est bien, c'est de se libérer de son aile. Il se libère de mon aile, moi, il me laisse une place en or pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Voilà. C'est sûr que les conditions dans lesquelles il sera, ça ne sera pas facile, mais en moins avec des fils et une aile en moins dans l'air, pour moi ça me permet, parce qu'un jet ski c'est très simple, c'est un aspirateur à eau. Voilà. Donc j'ai pas le droit d'avaler quoi que ce soit et surtout pas des fils de kite. Voilà. Ça sera sa première action, c'est de se libérer et se rendre accessible pour moi. Moi après, en cas de chute, de toute façon, je suis tout le temps à l'affût. Quand Tom descend une vague, en général, je suis derrière. Je suis tout. J'essaye d'être au plus près de lui. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment, en fait, une relation... Enfin, pas que sur l'eau, j'imagine. Enfin, vous êtes amis depuis super longtemps, mais... Oui, c'est vraiment une... En fait, la chance qu'on a dans notre binôme, c'est qu'on voit la chose pareille. Et là-dessus, il n'y a aucune divergence, jamais. On s'écoute, chacun a des fois ses petites questions, mais du coup, on en discute toujours et on est à la finalité toujours d'accord. C'est-à-dire que moi, dès le début, j'ai dit, le matos, ça reste secondaire. Moi, ce que je veux, Mick, c'est que voilà. Donc c'est pour ça, on met des protocoles on s'améliore, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, on met, grâce à ce qu'on voit un peu aussi dans la vidéo, on copie, on n'a rien inventé, on est au contraire, on est plutôt avare de conseils. On est venu mettre une poignée sur le gilet pour que ça soit plus facile pour la personne. Pour que je puisse l'extraire. Voilà. Donc après, il faut que ce soit facile. Si une extraction, ça doit être facile. Et quand on subit une grosse série, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête d'un rider? Qu'est-ce que ça fait? L'adrénaline, ça c'est sûr, comme on dit. C'est un peu bateau de dire ça, mais en gros, de toute façon, c'est ça. C'est que la session, on est dans son moule. Faut être honnête, je pense que Mick, il voit de toute façon à ma vision. Moi, je suis... Parce qu'on croit que c'est... Non, c'est plus compliqué quand même entre... voir de l'extérieur et être dans l'eau. Et être dans l'eau, surtout dans les endroits où on va. Y a quand même une grosse différence. Moi, comme je dis, et on en a parlé, moi, Mick, qui soit là, c'est vraiment... ça me donne énormément confiance, mais par contre, ça me change pas ma façon de rider. C'est-à-dire que je vais pas prendre plus de risques parce que je sais que j'ai un jet. Au contraire, c'est-à-dire que je me dis juste que j'ai un jet, donc si j'ai un souci, potentiellement, il va pouvoir on va pas déclencher des gens de toute façon qui pourront pas venir me chercher. Donc du coup, j'essaie quand même de naviguer toujours en sécurité, c'est-à-dire en me disant... je vais pas prendre de risques parce que je veux pas le mettre en défaut. C'est ce qu'on dit aussi, ils sont là en sécu, mais on essaie qu'ils interviennent pas parce que s'ils doivent intervenir, voilà, ça reste quand même... Donc c'est vrai que moi, ce côté-là, c'est que c'est vraiment important, ça, quoi. Je change pas ma façon de naviguer. Et puis après, c'est quand on voit une série arriver, on analyse, quoi, en fonction d'où on est placé. Soit on dit que ça passe, soit ça passe pas. Et là, il faut avoir l'intelligence de dire j'y vais pas. Aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Des très grands champions, en fait, c'est là qu'ils sont les meilleurs. C'est de savoir se dire au bon moment, j'y vais ou j'y vais pas. Et d'arrêter à la dernière seconde. Ils sont prêts à l'engagement et puis là, hop, il y a quelque chose de visuel qui leur plaît pas. Ils s'arrêtent tout de suite, ils ressortent et ils repartent sur une autre, quoi. Mais voilà, on n'est pas kamikaze. Oui. Et pouvez-vous nous raconter une situation particulièrement intense ou délicate à laquelle vous avez été confronté?
Bon, moi j'en ai quelques-unes, je parlerai que de la première. En fait, on parlait de tout ce qui est prévision météo et savoir estimer comment est le site. C'est notre première erreur. En fait, on était vraiment trop motivés à aller à l'eau, les conditions étaient costauds et en fait, on ne pouvait pas partir de l'endroit où on part d'habitude, donc je suis parti d'un port. Okay. Donc une petite demi-heure 20 minutes en fait de navigation, et donc je devais prendre une passe qui logiquement est tranquille, et en fait je suis rentré dans la passe et ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est fermée, donc je me suis retrouvé enfermé de plein de vagues de je sais pas quelle taille autour de moi, et pendant quasiment 10 minutes j'ai fait des zigzags tout seul, perdu, parce qu'à cette époque-là il n'y a pas de jumelles, il n'y avait rien, il n'y a pas de VHF, tout seul perdu à trouver une porte de sortie, et au bout de 10 minutes enfin il y a une porte de sortie, et là ça a été notre première analyse. Quand je suis sorti, de toute façon on arrêtait tout de suite et en fait en voulant jouer avec un vent un petit peu moins bien orienté, ça m'a coûté cher. Voilà. Ouais, ok. Donc pas une bonne expérience, mais par contre le retour, maintenant je sais ce que je dois pas faire. T'as pas été trop traumatisé ou... Ah, j'ai été marqué. Ouais. Traumatisé non, mais marqué, ouais. Ouais, marqué, ok. Parce qu'en fait j'étais tout seul. Ouais. Tout seul en pleine mer. Ça devait être long, les 10 minutes. 10 minutes, oui, simplement. C'est, ouais. Et quels sont pour vous les équipements indispensables pour garantir une intervention efficace? Donc le jet. Déjà, pour commencer, c'est la base. Ouais. Ensuite, en sachant que il doit être parfaitement révisé. Enfin, il doit être parfait. Il n'y a pas de mots. Ensuite, c'est très simple. Les vestes de flottaison, indispensables. Donc maintenant, on travaille avec des VHF. Donc avec quelqu'un qui est sur la côte qui en a une. Et puis, on a augmenté un petit peu plus. Donc, on a des GPS individuels en cas de chute. Et si on est à la dérive sans rien, ça nous permet de nous donner une petite chance encore en plus. Et derrière le jet, on a ce qu'on appelle un sled. C'est une petite planche. Ok. Je sais pas si ça te parle. Si, voilà. Oui, je vois ce que c'est. Ouais, voilà. Et puis ça, c'est hyper important. Aussi, les sleds. C'est l'indissociable. Ouais. C'est ce qu'on voit fréquemment à la télé, du coup. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un grand body surf. Oui, en fait, c'est un derrière. grand. Ok. Et puis avec la petite astuce en plus entre le moment, parce que Mick l'avait tout de suite pris, grâce au magasin là, parce que ça se commandait, ça se trouvait pas à l'époque, ça se trouvait pas là, c'était en Australie, je crois, ou en Cali. Ouais. Et puis maintenant, on laisse traîner des bouts. Pour venir. Ah oui, pour. Voilà, ça c'est encore une innovation. Et pareil, ça c'est juste copié. Ils ont fait ça dans plein d'endroits, et oui, effectivement, c'est pratique. Oui. Ok. Oui, du coup, en fait, l'aspect sécurité des grosses vagues, il est toujours et tout le temps en train de s'améliorer. Il y a toujours des petites innovations. Voilà, le but du jeu, c'est de gagner du temps. Oui, oui, du temps, ouais. Voilà. Ok. Pour une récupération, c'est surtout gagner du temps. Et nous, on est parti de tellement rien. J'imagine. Oui, voilà. Parce qu'il y a 20 ans. Ouais, non. Nous, on a 2009 maintenant que... Oui. Mais ça fait un moment que tu t'y intéressais avant d'avoir franchi le cap, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Oui, ma planche de towing était faite avant que j'ai un jet. Ah oui, ok. Un peu bizarre, mais voilà. C'était pour me motiver à vraiment m'intéresser et puis créer le projet. Oui. Et selon vous, on en vient, quelles évolutions techniques, humaines ou organisationnelles pourraient encore être renforcées dans la sécurité du surf de grosses vagues? Ce qu'on a vécu là pour la tempête Herminia, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'être 2 jets. Ok. Voilà. Ça, c'est... Des plus grosses équipes, du coup? Exactement. Ouais. Ok. Avec qui on avait un peu l'habitude, entre guillemets, on avait fait quelques sessions avec qui on se connaissait. Et là, Mick, pour cette session-là, avait clairement dit qu'il n'y aurait pas eu le deuxième, on n'y allait pas. Ok. Voilà. Parce que Herminia, franchement, nous a impressionnés sur le parking. Et rien que l'état de la mer dans le petit port me perturbait. Ok. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Ok. Et puis oui, le fait d'avoir un deuxième jet, moi ça m'a un petit peu réconforté. Oui. Donc sachant qu'en plus que le pilote Pierre a énormément d'expérience, c'est un gars qui voyage aux 4 coins du monde. Ok. Il a sa place sur Hawaï, sur Jaws, il a son jet, il navigue sur Jaws, donc c'est réconfortant. Oui. C'est son métier, du coup? Oui, c'est un métier photographe. Pour lui Photographe, ouais. Ok. Bourré de talent, et puis très accessible. Ouais, ok. Et qui nous l'a dit que chez nous c'était assez compliqué aussi, parce que entre la mise à l'eau, les vents, les cailloux aussi. Les cailloux, oui. C'est pour ça que c'est sûr. Et moi en tant que rider, la difficulté ici c'est vraiment le fait que c'est une vague qui est assez au large. Et réussir à choisir le bon matériel dès le début, ce qui est
ultra compliqué parce que dans les tempêtes, là, la dernière tempête, on passait de 30 à 60 nœuds. Donc voilà, c'était ça qui était ultra compliqué. Ok. Et Herminia, c'était ça aussi, hein, c'était le fait que on pouvait avoir 1 heure de soleil. Ouais. Et après, derrière, un grain où on voyait même plus à 10 mètres. Ah oui, contrairement à Epsilon où là, c'était gris, mais c'était clair. Ouais, mais ça n'a pas changé, quoi. Ok. Voilà, donc l'aspect de la sécurité, pour en revenir à ça, c'est en fonction d'où on navigue et tous ces paramètres-là à prendre en compte. Ouais. Ok. Et y a-t-il une anecdote qui vous a particulièrement marqué durant votre parcours et que vous auriez envie de nous partager? Moi j'en ai une, j'ai réfléchi après. Vas-y. C'est rigolote. En fait, la dernière session, donc on a fait avec Thomas Traversa et Antoine Albo pendant la tempête d'Herminia. Donc moi je faisais mes tours et mes rondes et à un moment en fait j'ai perdu Antoine Albo. Je le voyais plus. Donc j'ai commencé à me poser des petites questions et puis je suis allé vers le large, vers le phare là, et je l'ai retrouvé dans un coin. Moi je dis dans un coin. Monsieur s'était isolé, tranquille pépère, il était à cheval sur sa planche là et monsieur trouvait que sa voile n'était pas assez étarquée. Donc il avait tout démonté et il était en train de affiner sa voile, quoi. Voilà. Mais d'un côté il y avait des vagues de 15-20 mètres, de l'autre côté c'était surnaturel et quand j'étais parti le voir, je lui ai dit ça va Thomas? Pas Thomas, Antoine. Et il me dit oui, je fais juste un petit réglage là, mais comme si de rien n'était. Oui, comme Voilà. Alors qu'on est en pleine tempête dans 50 nœuds de vent, quoi. C'est rigolo. Ouais, c'est surprenant, c'est vraiment son bon, après, milieu, quoi. Cet homme-là a une telle expérience, un tel vécu que ça les impressionne plus. Hein. On est des petits poussés à côté. Hein. Voilà, mais oui, j'ai énormément. Étonnant. Oui. Et toi, Tom? Moi, c'est l'anecdote, je pense la plus marquante, moi, c'est Herminia, là. Ouais. Ok. Ouais, moi, c'est ça que la violence des éléments, même si on les connaît, hein, là, on était sur vraiment une violence de vent qui était vraiment impressionnante. Oui. Et moi, l'anecdote, c'est que ce coup-là, comme disait Mick tout à l'heure, je suis jamais tombé, mais ce coup-là, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas été bien, parce que c'est-à-dire que moi, quand je me suis mis à l'eau, il y a eu un énorme grain, donc j'ai choisi ma plus petite voile, pour tenir dans 60 nœuds. Et il y a un moment, souvent après le grain, il y a moins de vent. Et à Mélédan, là, l'endroit où on est, quand on a moins de vent, on dérive, et on dérive à un endroit critique. Donc bourré de cailloux et bourré de vagues pas bonnes, quoi. Et je faisais des signes à Mick, au début il m'a pas vu et puis après il a vite compris, quoi. Et donc du coup je lui ai demandé de me ramener plus au large en attendant que le vent remonte, quoi. Donc voilà pour dire qu'il m'a pas servi encore quand je suis tombé ou dans des situations catastrophes, mais là ce coup-là je l'aurais pas eu. Et j'étais bien content. Un peu dans la mouise. J'étais un peu dans la mouise. Voilà un peu le travail d'équipe, quoi. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui, souhaitant s'engager dans la pratique du surf de grosses vagues, ou comme rider ou jet ski de la Sécu? Ça va se résumer en une phrase. C'est que cette personne-là doit être acteur de sa sécurité et ne pas compter sur les autres. Voilà. Dans le sens où il doit être sérieux, et au niveau de son matériel, évidemment, il doit être parfait. Mais il doit aussi, quand je dis acteur de sa sécurité, c'est faire ce qu'il faut pour être indépendant sur sa sécurité. Parce que s'il compte sur les autres, il met les autres en danger. Et c'est ça, en fait, le danger qu'il y a actuellement. Et on a été confronté à ça sur une autre dépression cet hiver, où les conditions étaient quand même un petit peu copieuses. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des personnes qui nous ont accompagnés. Et très très rapidement, on s'est rendu compte que ces gens-là n'avaient pas le niveau, pas le matériel. Et j'ai pris la décision que tout le monde rentre. Parce que du fait que les deux Thomas et Philippe Mesmer, donc c'était eux qui ont raidé, rentrent, quand je leur ai dit on rentre, c'est cette personne-là, la dernière, a vu qu'on rentrait, elle est rentrée tout de suite. Voilà. Et là, en fait, le conseil majeur, c'est oui, il faut le faire, mais il faut être prêt. Faut y aller tranquillement, faut réfléchir. Oui, c'est sûr. Et comme on dit Mick, et puis entre les images et la difficulté réelle, c'est un petit peu ça qui peut faire défaut. Et je pense que Mick, tu te sentais un petit peu coupable, parce que même si on médiatise très peu par rapport à ce qu'on pourrait faire, parce que on essaye de faire le minimum qu'il faut, on s'est dit ces personnes-là ils sont venus peut-être un peu à cause de nous, donc du coup, on avait un peu cette part de responsabilité, sans vouloir garder le spot, bien au contraire, on s'ouvre énormément, hein, les gens qui viennent de qui, mais on sait le niveau qu'ils ont, quoi. Et là cette personne-là ce jour-là, elle aurait pu provoquer des accidents et elle se blesser gravement.
Voilà, c'est un peu le souci, quoi. Ok. Mais le mot, faut retenir ça, être acteur de sa sécurité. Donc, je ne dirais que ça. Et prendre Ok. son temps. Parce Voilà. que- Oui. Pas vouloir aller trop vite. Surtout ouais. pas. Ouais. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous deux Non, d'avoir merci à toi. partagé ce moment entre vécu, engagement et surtout de la passion. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Wave Stories. Merci. Salut. Parfait.